Au cours des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne faisait face à son effondrement militaire et politique. Berlin, centre administratif du Troisième Reich, fut le théâtre d'une offensive décisive de l'Armée rouge qui provoqua la destruction d'une grande partie de la ville et la reddition de ses défenseurs le 2 mai 1945. Ainsi prit fin la domination du régime en Europe et commença un processus d'occupation et de réorganisation. Alors que Berlin restait dévasté, une nouvelle génération grandissait dans un pays marqué par le besoin de reconstruction et l'impact des événements récents. Les descendants de ceux qui avaient occupé des postes dans le Troisième Reich vécurent leur enfance entre le silence, l'évitement ou la confrontation avec un héritage difficile à dissocier de leur identité. Certains tentèrent de préserver la mémoire de leurs proches, d'autres cherchèrent à s'en éloigner, et beaucoup affrontèrent les conséquences sociales de leurs origines. Dans les décennies suivantes, l'Allemagne développa des politiques publiques, des mémoriaux et des programmes éducatifs visant à intégrer la mémoire historique dans la vie sociale contemporaine. Comment construit-on une vie quand le passé récent impose un fardeau qui n'a pas été choisi ? Les derniers jours du Reich, l'effondrement du monstre. Au printemps de 1945, l'Allemagne se trouvait au bord de la défaite. Berlin, centre politique du Troisième Reich, était dévasté par les bombardements alliés et assiégé par l'Armée rouge. L'infrastructure essentielle de la ville s'était effondrée. Les systèmes de transport, l'approvisionnement en eau potable et la distribution d'électricité fonctionnaient de manière intermittente ou étaient complètement détruits. Le 16 avril 1945, l'offensive finale contre Berlin commença. Plus de 2 millions de soldats soviétiques participèrent à l'assaut, affrontant les défenses allemandes organisées autour d'unités régulières, de membres du Volkssturm, la milice composée d'hommes âgés et d'adolescents, et de combattants des jeunesses hitlériennes. La résistance urbaine était structurée en secteurs, mais la supériorité numérique et matérielle soviétique s'avéra décisive. La vie quotidienne dans la ville pendant la bataille fut marquée par une grave pénurie de nourriture, un manque de médicaments et des abris surpeuplés. De nombreux hôpitaux fonctionnaient sans fourniture de base. La population civile, prise entre les combats, subit des pertes considérables. On estime que des dizaines de milliers de civils moururent lors des affrontements dans la ville. Depuis le bunker souterrain de la chancellerie, Adolf Hitler restait avec son cercle le plus proche. Il continuait à émettre des ordres qui ne pouvaient plus être exécutés efficacement. La capacité de résistance des forces allemandes diminuait rapidement. Le 20 avril, Hitler célébra son dernier anniversaire dans le bunker. À ce moment-là, Berlin était complètement encerclé et les principales lignes de communication avaient été coupées. Les hauts fonctionnaires commencèrent à abandonner leur poste, tandis que d'autres restèrent jusqu'à la fin. Le 25 avril, les forces soviétiques achevèrent le siège. De violents combats eurent lieu dans des points stratégiques comme le Reichstag, la porte de Brandebourg, la gare Anhalter-Bahnhof et le ministère de l'Aviation. Des unités composées en grande partie de jeunes des jeunesses hitlériennes opposèrent une résistance dans certaines zones, mais ne purent arrêter l'avancée soviétique. Dans les derniers jours d'avril, la situation dans le bunker reflétait l'effondrement imminent du régime. Adolf Hitler et Eva Braun officialisèrent leur mariage. Peu après, ils furent retrouvés morts. Joseph Goebbels et son épouse Magda moururent également à la chancellerie avec leurs enfants. Ces événements précipitèrent la désintégration de la structure de commandement. Le 2 mai 1945, le général Helmut Weidling, commandant des défenses de Berlin, ordonna la reddition de la ville. Le drapeau soviétique fut hissé sur le bâtiment du Reichstag, marquant symboliquement la chute du Troisième Reich dans sa capitale. Après la reddition, Berlin passa sous contrôle militaire soviétique. La ville, en ruine, devint le théâtre de pillages, de déplacements forcés et de l'instauration de nouvelles autorités d'occupation. La division de Berlin en secteurs contrôlés par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique fut officialisée dans les mois suivants. Le 7 mai, l'Allemagne signa la reddition inconditionnelle à Reims sous la supervision des alliés occidentaux. Le 8 mai fut déclaré jour de la victoire en Europe, officialisant la fin de la guerre sur le continent.
Après l'effondrement du régime, les forces alliées libérèrent les camps de concentration. Les conditions documentées et les témoignages des survivants révélèrent l'ampleur des crimes commis durant le conflit. En conséquence, les procès de Nuremberg furent ouverts pour juger les principaux responsables. La défaite du Troisième Reich laissa de profondes conséquences matérielles et sociales. Le système politique, les villes et la vie quotidienne en Allemagne furent profondément transformés. Les enfants, petits-enfants et descendants directs des dirigeants nazis grandirent dans un pays marqué par la reconstruction et la révision de son histoire récente. Gudrun Himmler, loyauté sans rédemption. Alors que l'Allemagne tentait de se reconstruire après la chute du Troisième Reich, les enfants des principaux dirigeants nazis grandissaient dans un climat de silence, de déni ou de rejet. Certains choisirent de s'éloigner de leurs racines. Gudrun Himmler, fille unique de Heinrich Himmler, adopta une posture différente et consacra sa vie à défendre la mémoire de son père. Née en 1929, Gudrun passa son enfance dans un environnement privilégié au sein du régime nazi. Elle apparaissait sur des photographies aux côtés d'Adolf Hitler, qu'elle appelait oncle, et accompagnait son père lors d'événements officiels. Durant son enfance, elle visita des camps comme celui de Dachau, sans avoir une réelle conscience de ce qui s'y passait. Pour elle, ces lieux étaient présentés comme des installations agricoles. Après la défaite de l'Allemagne en 1945, Gudrun et sa mère furent arrêtées par les forces alliées. Toutes deux furent interrogées au sujet des activités de Heinrich Himmler, qui s'était suicidé en détention avant d'être jugé. Le suicide de son père ne changea pas la perception de Gudrun, qui continua de croire en son innocence et le considérait comme une victime des vainqueurs. Alors que d'autres descendants de hauts responsables nazis choisissaient de changer de nom ou de se distancier publiquement de leur passé, Gudrun Himmler décida de rester en Allemagne sans cacher son identité. Elle n'exprima aucun regret ni ne reconnut de responsabilité concernant les actes de sa famille. Pendant des décennies, Gudrun participa discrètement à des organisations de soutien aux anciens membres des SS, comme Stille Hilfe, aide silencieuse. Ces réseaux apportaient une assistance juridique et financière aux anciens membres du régime nazi poursuivis ou condamnés après la guerre. Dans sa vie privée, Gudrun adopta une attitude réservée. Elle ne donna pas d'entretien public important, ni ne publia de mémoire. Elle était perçue dans certains cercles comme une représentante d'un passé qui n'avait pas entièrement disparu. Chaque année, Gudrun était invitée à des réunions d'anciens vétérans de la Waffen-SS. Sa présence était valorisée par ceux qui partageaient sa vision de l'héritage du Troisième Reich. Son nom et sa position renforçaient son importance dans ces rencontres. Bien qu'elle ne participât pas à des activités politiques publiques, Gudrun exerçait une influence dans des milieux où se conservèrent des récits favorables au régime. Sa défense active de l'image de Heinrich Himmler demeura constante tout au long de sa vie. Contrairement à d'autres descendants comme Niklas Frank ou Rainer Höss qui critiquèrent publiquement l'histoire de leur famille, Gudrun Himmler défendit la mémoire de son père. Pour elle, Heinrich Himmler était un fonctionnaire qui, selon son interprétation, avait été mal compris et jugé injustement. Gudrun Himmler est décédée en 2018 à l'âge de 88 ans. Jusqu'à la fin de sa vie, elle n'exprima aucun regret, ni ne reconnut de responsabilité concernant le rôle de son père dans le régime nazi. Son parcours témoigne d'une position constante de défense de son nom et de son histoire familiale, dans les cercles où sa figure continuait d'être reconnue. Niklas Frank, l'héritier qui rompit le silence. À une époque où de nombreux descendants de dirigeants nazis optèrent pour le silence ou le déni, Niklas Frank s'exprima publiquement contre l'héritage de sa famille. Fils de Hans Frank, qui fut gouverneur général de la Pologne, occupé sous le régime nazi, Niklas ne chercha ni à protéger son nom de famille, ni à adoucir la mémoire de son père. Né en 1939, Niklas Frank passa ses premières années dans un environnement privilégié à Cracovie, tandis que son père supervisait l'administration des territoires occupés. À cette époque, Niklas vivait sans conscience des actions menées sous l'autorité de son père. Après la guerre, la situation changea. En 1946, Hans Frank fut jugé lors des procès de Nuremberg, reconnu coupable de crimes contre l'humanité et exécuté. L'exécution de son père marqua pour Niklas
le début d'un processus de confrontation personnelle avec le passé de sa famille. Contrairement à d'autres descendants qui choisirent de minimiser ou de justifier l'histoire familiale, Niklas Frank opta pour l'exposition publique. En 1987, il publia le livre Le Père, dans lequel il aborda directement les actions et responsabilités de Hans Frank. Son œuvre eut un grand impact en Allemagne, car elle rompait avec la tendance à la protection ou au silence autour des figures paternelles du régime. Le livre de Niklas n'était pas simplement une biographie, c'était une analyse critique qui décrivait son père comme un homme opportuniste, dont la participation active au régime nazi fut motivée par des intérêts personnels plutôt que par une loyauté idéologique. La publication fut perçue comme une prise de distance publique rare à l'égard du passé familial. À partir de cette publication, Niklas Frank participa à des débats et conférences où il réaffirma sa position de rejet du passé nazi. Il conserva une ligne claire au fil des années. Il ne chercha ni à réécrire l'histoire de sa famille, ni à atténuer les actions de son père. Son parcours ne fut pas exempt de critiques. Certains milieux remirent en question son exposition publique des faits familiaux, tandis que d'autres saluèrent sa contribution à la mémoire historique. Niklas affirma que faire face au passé était une responsabilité à la fois personnelle et collective, et que l'oubli ne devait pas être une option. Tout au long de sa vie, Niklas Frank exprima les difficultés personnelles liées au fait de porter un nom associé au nazisme. Il reconnut que sa relation avec son père, même après sa mort, avait été marquée par la distance et l'absence de réconciliation émotionnelle. Au cours des dernières décennies, Niklas continua de vivre en Allemagne. Bien qu'il réduisit sa présence médiatique, il resta engagé dans la diffusion de la mémoire historique et la dénonciation de la minimisation des crimes nazis. L'histoire de Niklas Frank montre que certains descendants du Troisième Reich choisirent d'affronter publiquement et de manière critique l'héritage de leur famille. Sa vie représente un exemple de la distance que certains héritiers prirent vis-à-vis des actions du passé et du choix conscient d'adopter une posture différente de celle d'autres membres de leur génération. Rolf Mengele portait le nom de l'Ange de la Mort. Rolf Mengele naquit en 1944 dans un contexte marqué par la guerre, sans savoir que son nom de famille serait associé à l'un des crimes les plus mémorables du XXe siècle. Son père, Joseph Mengele, connu comme l'Ange de la Mort d'Auschwitz, fut responsable d'expériences médicales sur des prisonniers et participa aux sélections pour les chambres à gaz. Après la défaite de l'Allemagne en 1945, Joseph Mengele parvint à s'enfuir. Avec l'aide de réseaux de sympathisants, il se réfugia d'abord en Autriche, puis en Amérique du Sud, où il vécut sous de fausses identités. Pendant ce temps, son épouse et son fils restèrent en Allemagne, sans contact étroit avec lui. Durant son enfance, Rolf Mengele grandit dans une Allemagne divisée et occupée, au sein d'une famille qui évitait d'évoquer ouvertement la localisation et les actes de son père. L'image qu'on lui transmettait était celle d'un homme injustement pourchassé par ses ennemis. À l'adolescence, Rolf commença à rassembler des informations fragmentaires qui modifièrent sa compréhension de son père. À travers des conversations, des documents et des rumeurs, il comprit peu à peu que Joseph Mengele était considéré comme l'un des criminels les plus recherchés au niveau international. Devenu adulte et avocat, Rolf choisit de gérer la situation par le silence. Il ne fit pas de déclaration publique sur son père et évita les médias. Il ne défendit pas Joseph Mengele, mais ne le dénonça pas publiquement non plus. En 1977, à une époque où la recherche de son père s'intensifiait, Rolf se rendit en Amérique du Sud pour le rencontrer. La rencontre fut brève. Selon des informations révélées par la suite, Rolf posa à son père des questions sur les accusations portées contre lui. Joseph Mengele justifia ses actions comme relevant de ses devoirs militaires, sans exprimer de remords. Après cette rencontre, Rolf ne revit plus son père. Par la suite, il adopta une position de reconnaissance des crimes de Joseph Mengele, sans chercher à les justifier, mais en évitant l'exposition médiatique. Il chercha à préserver sa famille des projecteurs. La mort de Joseph Mengele, survenue en 1979 par noyade au Brésil, ne fut pas immédiatement confirmée. Pendant des années, son décès fit l'objet de spéculations. Ce n'est qu'en 1985 qu'une analyse ADN confirma son identité.
Rolf Mengele choisit de poursuivre sa carrière d'avocat en gardant un profil discret. Il refusa les propositions de collaboration pour des livres, documentaires ou interviews axés sur son lien familial. Sa décision fut de ne pas tirer profit ni capitaliser sur sa relation avec Joseph Mengele. Dans les rares déclarations publiques qu'il fit, Rolf affirma clairement sa position. Il condamnait les actes de son père, mais n'en assumait pas la responsabilité personnelle. Il évita autant les récits minimisant l'Holocauste que les mouvements utilisant la mémoire historique à des fins politiques. L'histoire de Rolf Mengele reflète une trajectoire de séparation délibérée par rapport à son héritage familial. Contrairement à d'autres descendants qui choisirent la revendication ou la dénonciation publique active, son chemin fut de garder ses distances, reconnaître les faits et éviter la scène publique. Aujourd'hui, le nom Mengele reste un symbole largement présent dans la mémoire historique. La vie de Rolf témoigne d'un effort constant pour construire une identité personnelle détachée des actes qui rendirent son nom tristement célèbre. Edda Göring, vivre entre le déni et la gestion de l'héritage. Edda Göring naquit en 1938 en tant que fille unique de Hermann Göring, maréchal du Reich, et l'une des figures principales du régime nazi. Dès sa naissance, elle fut liée aux hautes sphères du pouvoir en Allemagne. Son baptême eut lieu en présence d'Adolf Hitler, qui fut son parrain. Durant son enfance, Edda vécut dans des propriétés acquises pendant le régime, entourée d'œuvres d'art ayant été expropriées de collections européennes. Son entourage immédiat était composé de personnalités importantes du parti nazi, et son éducation se déroula dans un environnement isolé des événements de guerre. La défaite de l'Allemagne en 1945 changea sa situation. Hermann Göring fut capturé par les forces alliées, jugé lors des procès de Nuremberg et condamné à mort. Avant d'être exécuté, il se suicida à l'aide d'une capsule de cyanure. Edda, âgée de 7 ans, resta sous la garde de sa mère dans un pays dévasté. À l'âge adulte, Edda Göring ne se distança pas publiquement de la mémoire de son père. Elle étudia le droit à l'université de Munich, bien qu'elle ne se soit pas distinguée professionnellement. Elle travailla également un temps comme archiviste à l'hôpital universitaire de Munich, exerçant une activité discrète. Pendant les années d'après-guerre, Edda engagea des démarches judiciaires pour réclamer des œuvres d'art et des objets personnels qu'elle considérait comme faisant partie de son héritage familial. Beaucoup de ces pièces avaient été acquises par son père pendant le régime nazi par des mécanismes de confiscation ou d'appropriation. En plus des œuvres d'art, elle chercha également à récupérer des bijoux et d'autres biens. Tout au long de sa vie, Edda conserva son nom de naissance sans le modifier. Elle ne se maria pas et n'eut pas d'enfant. Elle vécut de façon réservée en Allemagne, évitant de faire de larges déclarations publiques sur le passé de sa famille. Certains médias allemands rapportèrent qu'elle éprouvait de la fierté pour son nom, bien qu'elle n'ait jamais exprimé de position politique de manière explicite. Edda Göring ne fut pas liée à des mouvements extrémistes, ni ne participa à des activités liées à la réhabilitation du nazisme. Sa défense de l'héritage familial se limita à la sphère privée et à des démarches légales visant la restitution de biens matériels. Elle conserva des liens personnels avec des membres de cercles sociaux d'avant 1945, mais évita toute activité publique à caractère idéologique. Elle ne s'associa à aucune organisation politique et maintint un profil bas jusqu'à la fin de sa vie. Elle mourut en 2018 à Munich, à l'âge de 80 ans. Elle vécut toujours en Allemagne, gérant ses intérêts familiaux en privé, sans prendre la parole publiquement sur son lien avec le passé. Rainer Höss, le petit-fils d'Auschwitz, la mémoire comme mission. Rainer Höss naquit en 1965 en Allemagne de l'Ouest, au sein d'une famille qui évitait de discuter de son propre passé. Il était le petit-fils de Rudolf Höss, commandant du camp de concentration d'Auschwitz, l'un des principaux centres d'extermination du régime nazi. Dès son enfance, la figure de son grand-père était présente de manière ambiguë, sans référence claire à sa responsabilité dans les crimes commis. Pendant ses premières années, Rainer grandit dans un environnement où son nom de famille était respecté au sein du cercle familial. Ses parents et proches maintenaient un récit qui minimisait les actions de Rudolf Höss. Auschwitz y était présenté comme un centre de détention.
et son grand-père comme un administrateur strict. Le premier contact de Rainer avec la véritable histoire eut lieu lors d'une excursion scolaire au camp de concentration de Dachau. En voyant son nom sur un panneau informatif, il commença à comprendre que sa famille était liée à des faits d'une grande gravité historique. Cette révélation changea sa perception du passé familial. Après cette découverte, il tenta de parler avec sa famille des crimes de son grand-père, mais fut rejeté. Son père défendait Rudolf Höss et attribuait les conséquences de la guerre aux vainqueurs. Rainer fut progressivement isolé au sein de son environnement familial. Durant son adolescence, il décida de s'éloigner définitivement de sa famille. Il entra dans un internat où il fut confronté au rejet et à des agressions en raison de son nom. L'un des incidents les plus marquants fut une agression physique par un survivant de camp de concentration, ce qui marqua profondément sa compréhension du poids historique qu'il portait. Dès lors, Rainer commença à enquêter par lui-même sur le passé de son grand-père. Il consulta des archives, des bibliothèques et des musées pour connaître les détails historiques d'Auschwitz et le rôle de Rudolf Höss. Son intérêt se concentra sur la documentation précise des faits. À l'âge adulte, Rainer Höss choisit de rendre publique son histoire. Il collabora avec des organisations consacrées à la préservation de la mémoire historique et participa à des commémorations. Il partagea son expérience personnelle lors de conférences et de rencontres éducatives centrées sur la transmission du savoir historique aux nouvelles générations. Il effectua plusieurs visites au camp d'Auschwitz, où son grand-père avait exercé ses fonctions. Lors de l'une de ces visites, il rencontra des étudiants israéliens, consolidant ainsi son engagement dans les activités de mémoire. Par la suite, il adopta le port d'un pendentif en forme d'étoile de David comme symbole de sa position. Malgré son engagement public, il fit face à des critiques venant tant de sa famille que de personnes extérieures. Certains membres de sa famille l'accusèrent de se détourner de son histoire, tandis que certains observateurs remettaient en question la participation de descendants de dignitaires nazis dans les lieux de mémoire. Rainer affirma que son intention était de contribuer à la compréhension des faits, sans chercher à les justifier. En 2009, il proposa des objets personnels de Rudolf Höss à des musées de mémoire. Certains articles furent finalement donnés à un institut historique de Munich. Cette décision fut perçue par certains comme un acte de reconnaissance de l'histoire familiale. Actuellement, Rainer Höss réside en Allemagne et continue de participer à des activités éducatives liées à l'histoire du régime nazi. Il évolue dans un environnement engagé dans les droits de l'homme et la préservation de la mémoire historique. Il n'entretient pas de relation avec la majorité de sa famille. Jennifer Tige, affronter l'histoire familiale. Jennifer Tige est née en 1970 à Munich, en Allemagne. Fille d'une Allemande d'origine mixte et d'un père nigérian, elle fut confiée à l'adoption quelques mois après sa naissance. Elle grandit dans une famille adoptive allemande sans avoir d'informations précises sur ses origines biologiques. Durant sa jeunesse, elle mena une vie conventionnelle. Elle étudia les sciences politiques à l'université de Hambourg, puis vécut plus de 5 ans en Israël. Là, elle suivit des études à l'université de Tel Aviv et travailla dans des agences de publicité. Pendant cette période, elle ignorait tout lien familial avec le régime nazi. La découverte de son ascendance survint par hasard. À l'âge de 38 ans, alors qu'elle visitait une bibliothèque à Hambourg, elle tomba sur un livre racontant l'histoire d'Amon Goeth, commandant du camp de concentration de Plaszow. En feuilletant ces pages, elle reconnut l'image de sa mère biologique, établissant ainsi le lien familial. Goeth avait été directement responsable d'exécutions et de punitions dans le camp, et sa figure était devenue célèbre après avoir été représentée dans le film « La liste de Schindler ». Cette révélation de son lien avec Amon Goeth poussa Jennifer à réorganiser sa compréhension personnelle. La combinaison de son identité afro-allemande et de sa relation avec un criminel de guerre représenta un défi majeur. Elle fut ensuite hospitalisée volontairement pour recevoir un soutien psychologique où elle entreprit le travail d'acceptation de son histoire familiale. Jennifer commença à enquêter sur ses origines biologiques. Elle rassembla des documents, des photographies et des témoignages liés à sa famille, dans le but de comprendre la dimension réelle de son passé.
Ce travail inclut la consultation d'archives officielles et d'entretiens avec des personnes indirectement liées à son histoire. En 2014, elle publia le livre Amen, « Mon grand-père m'aurait tué », dans lequel elle raconta son processus de découverte et de reconstruction identitaire. Le titre reflète le contraste entre son héritage et son identité culturelle. L'ouvrage fut traduit en plusieurs langues et reçut une attention internationale, faisant d'elle une voix importante dans les débats sur la mémoire historique et la transmission intergénérationnelle. Jennifer participa à des conférences, des rencontres éducatives et des projets de sensibilisation en Allemagne et dans d'autres pays. Son travail porta sur les questions d'identité, de racisme, de traumatisme historique et sur la nécessité de préserver la mémoire de la Shoah. Dans ses interventions publiques, elle évita les approches émotionnelles, privilégiant les faits historiques et l'analyse sociale. Après son séjour en Israël, Jennifer connut des difficultés à se réintégrer en Allemagne en raison des différences culturelles. Cette expérience renforça son intérêt pour les mécanismes d'inclusion et d'exclusion sociale dans les sociétés modernes. Dans sa vie personnelle, Jennifer entretint une relation limitée avec sa mère biologique qui exprima publiquement des positions ambiguës sur l'héritage d'Amon Goeth. Il n'y eut pas de dialogue approfondi entre elles sur leur histoire familiale. Dans ses présentations publiques, Jennifer souligne que connaître le passé familial ne change pas qui vous êtes, mais cela change la façon dont vous comprenez votre place dans l'histoire. Cette perspective la mena à s'impliquer activement dans les programmes éducatifs officiels en Allemagne dédiés à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Aujourd'hui, Jennifer Tige vit en Allemagne, où elle poursuit ses activités éducatives et ses projets liés à la mémoire historique. Son approche allie la transmission de faits historiques à des réflexions sur la construction des identités dans des contextes marqués par des passés conflictuels. Sa vie reflète un parcours de recherche, de transmission et de participation publique centré sur la diffusion d'informations documentées sur la Shoah et sur l'analyse critique des processus sociaux contemporains. Colin Bettina Kant, un héritage industriel dans la réserve publique. Colin Bettina. Kant appartient à l'une des familles industrielles les plus influentes d'Allemagne, les Quandt, dont la croissance économique fut étroitement liée au régime nazi. Elle est la fille de Harald Quandt, le seul fils survivant de Magda Goebbels, épouse de Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Troisième Reich. Son histoire familiale est directement connectée aux structures de pouvoir de l'époque. Harald Quandt, issu du premier mariage de Magda, n'était pas présent dans le bunker de Berlin en 1945 lorsque sa mère et son beau-père se suicidèrent après avoir tué leurs 6 autres enfants. À la fin de la guerre, il fut capturé par les forces britanniques, puis libéré. Avec le temps, il reprit le contrôle de l'empire industriel créé par son père biologique, Günther Quandt, qui avait prospéré sous le nazisme par l'acquisition d'entreprises et l'utilisation de main-d'œuvre forcée. Colin Bettina Kant et ses sœurs héritèrent d'une vaste fortune après la mort de Harald, quand en 1967. Le patrimoine familial comprenait des participations dans des entreprises telles que BMW, Varta et Altana, ainsi que d'autres investissements diversifiés. L'administration des actifs fut centralisée via Harald Quandt Holding GmbH, basée à Bad Homburg. Pendant plusieurs décennies, les héritiers de la famille maintinrent une politique de réserve quant à l'origine de leurs richesses. Les activités commerciales menées durant le Troisième Reich et le recours au travail forcé ne furent pas abordées publiquement par la famille. Au début du XXIe siècle, des enquêtes journalistiques révélèrent les liens historiques entre les entreprises familiales et le régime nazi. Des documentaires comme La Dynastie silencieuse exposèrent que certaines sociétés du groupe avaient profité de l'exploitation de prisonniers de guerre et de déportés. En réponse à ce contexte, en 2007, la famille Quandt commanda une étude indépendante sur ses activités sous le nazisme. Le rapport, rédigé par des historiens extérieurs, confirma que plusieurs entreprises du groupe avaient utilisé du travail forcé et tiré parti d'expropriation. Cependant, les héritiers ne mirent en œuvre aucune mesure publique de réparation directement liée à ces conclusions. Colin Bettina. Quant à conserver un profil discret sur ces questions,
Elle n'a fait aucune déclaration publique significative concernant l'histoire de sa famille, ni son impact sur sa vie personnelle. Son activité entrepreneuriale reste centrée sur la gestion d'investissements industriels et financiers via des structures corporatives. Cette posture de réserve, adoptée par Colin Bettina et d'autres membres de la famille, a été soulignée par les médias allemands où certaines voix réclament une reconnaissance plus explicite des origines historiques de leur richesse. Jusqu'à présent, la famille a préféré conserver une position discrète. Colin Bettina. Kant n'a participé à aucune activité politique ni financé d'initiatives liées à des mouvements extrémistes. Sa vie publique s'est développée exclusivement dans le domaine des affaires. Les informations disponibles sur sa vie privée sont limitées, conformément à la politique générale de discrétion de la famille. La fortune des Quandt reste l'une des plus importantes d'Allemagne. Selon diverses estimations, leur patrimoine familial atteint plusieurs milliards d'euros, leur assurant une place constante dans les principaux classements de richesses nationaux et internationaux. Dans le contexte actuel, certaines entreprises liées au groupe familial ont mis en place des projets de responsabilité sociale d'entreprise. Toutefois, ces actions n'ont pas été présentées officiellement comme des initiatives de réparation historique en lien avec les activités du régime nazi. Colin Bettina. Kant poursuit ses activités économiques en Allemagne et appartient au grand groupe financier du pays. Son parcours public illustre une continuité dans la gestion du patrimoine sans engagement notable dans le débat sur les origines historiques de leur richesse. La génération des jeunesses hitlériennes, éducation, guerre et après-guerre. Au cours des dernières années du Troisième Reich, des milliers d'adolescents allemands furent intégrés aux jeunesses hitlériennes. Cette organisation, créée pour former les jeunes selon les principes du régime nazi, promouvait l'obéissance à l'autorité, la militarisation et la croyance en la supériorité raciale. À partir de 1943, lorsque la situation militaire de l'Allemagne se détériora, de nombreux membres des jeunesses hitlériennes furent mobilisés comme combattants. Des jeunes de 16 ou 17 ans intégrèrent des unités telles que la 12e SS Panzer Division Hitlerjugend, déployée sur le front occidental. Lors de batailles, comme celle de Normandie, ces unités subirent de lourdes pertes dues à l'inexpérience de leurs membres. La fin de la guerre ne constitua pas une clôture immédiate pour cette génération. De nombreux adolescents capturés furent soumis à des programmes de rééducation organisés par les forces alliées. Dans des installations connues sous le nom de Babylager, les jeunes reçurent une formation destinée à déconstruire l'idéologie inculquée sous le régime nazi. La tâche de dénazification fut complexe. Ces jeunes avaient grandi dans un système qui limitait l'accès à d'autres références idéologiques. On utilisa des moyens tels que la projection de films sur les camps de concentration, les témoignages de victimes et les cours d'histoire pour les confronter à l'ampleur des crimes commis. L'efficacité de ces programmes de rééducation fut variable. Certains membres de cette génération parvinrent à se détacher des idées inculquées et à construire leur vie dans le cadre de l'Allemagne démocratique. D'autres conservèrent, de manière privée ou dans des cercles restreints, certaines convictions liées au passé national-socialiste. Avec le temps, les membres de cette génération durent intégrer leur expérience de jeunesse dans une société qui promouvait le rejet du régime précédent. Dans de nombreux cas, ils choisirent de ne pas parler publiquement de leur participation. Dans d'autres, ils expliquèrent leur engagement comme une conséquence de leur jeunesse et du manque d'alternatives. Certains anciens membres des jeunesses hitlériennes atteignirent des positions importantes dans la vie civile, politique et économique de l'Allemagne d'après-guerre. Leur passé de jeunesse fut généralement traité comme un épisode à surmonter, bien qu'il ait parfois provoqué des débats publics lorsqu'ils réapparaissaient. Des recherches ultérieures ont indiqué que cette génération présentait des taux plus élevés de troubles psychologiques, incluant des symptômes de stress post-traumatique et des difficultés à établir des relations émotionnelles stables. L'exposition à la violence et l'endoctrinement idéologique précoce laissèrent des effets durables sur leur santé mentale. La perception publique des anciens membres des jeunesses hitlériennes évolua avec le temps. Dans les premières décennies d'après-guerre, prédominait l'idée qu'ils avaient été victimes d'un système d'endoctrinement. Par la suite, avec l'avancée des recherches historiques, s'ouvrit un débat sur la responsabilité individuelle des adolescents sous le régime.
Certains membres de cette génération publièrent des mémoires relatant leur expérience au sein des jeunesses hitlériennes. Ces récits contribuèrent à documenter les méthodes d'endoctrinement utilisées et à comprendre le fonctionnement interne de l'organisation de jeunesse du régime. Aujourd'hui, la majorité des anciens membres des jeunesses hitlériennes sont âgés ou décédés. Ceux qui sont encore en vie voient parfois leur participation réévaluée dans le cadre de recherches, de documentaires ou de reportages historiques. Dans l'Allemagne contemporaine, l'étude des jeunesses hitlériennes fait partie des programmes éducatifs centrés sur la mémoire historique. Ce thème est inclus dans l'analyse des processus de radicalisation et de manipulation idéologique dans les systèmes politiques totalitaires. L'histoire de cette génération fournit des éléments pour comprendre comment les structures étatiques peuvent façonner les jeunes à partir de principes idéologiques spécifiques, avec des effets qui dépassent le moment historique dans lequel ils ont émergé. Wolf Hess, le fils qui chercha à réhabiliter son père. Wolf Rüdiger Hess naquit en 1937, fils unique de Rudolf Hess, qui fut l'un des principaux dirigeants du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Dès sa naissance, sa vie fut liée à la reconnaissance publique de son nom de famille et au passé politique de son père. En 1941, lorsque Wolf avait 3 ans, Rudolf Hess effectua un vol non autorisé vers l'Écosse dans le but de négocier une paix séparée entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. La mission échoua et Rudolf Hess fut capturé. Après la fin de la guerre, il fut jugé lors des procès de Nuremberg et condamné à la réclusion à perpétuité pour crimes contre la paix. Élevé dans l'Allemagne d'après-guerre, Wolf Hess vécut dans un contexte où son nom de famille suscitait des réactions de rejet. Pendant son enfance et sa jeunesse, il fit face à des difficultés liées à la perception sociale de son histoire familiale. Contrairement à d'autres descendants qui choisirent de prendre leur distance par rapport à leurs ancêtres, Wolf adopta une posture active pour défendre la mémoire de son père. À partir des années 1960, Wolf Hess initia des campagnes publiques demandant la libération de Rudolf Hess, qui purgeait sa peine à la prison de Spandau. À travers des déclarations, des manifestations et des actions légales, il argumenta que l'incarcération prolongée de son père était motivée par des raisons politiques. Wolf Hess soutenait que le vol de Rudolf Hess avait été motivé par des intentions de parvenir à un accord de paix et que sa condamnation avait été plus sévère que celle d'autres dirigeants nazis. Il exprima également que les conditions de détention de son père violaient les principes des droits de l'homme. En 1987, après la mort de Rudolf Hess à la prison de Spandau, Wolf manifesta publiquement son désaccord avec la version officielle du suicide. Il affirma qu'il existait des incohérences dans les rapports médicaux et les témoignages disponibles. Par la suite, il lança des enquêtes privées et demanda l'ouverture des archives officielles liées à son décès. Malgré le manque de soutien officiel à ses affirmations, Wolf Hess maintint sa position au fil des années. Parallèlement à ses activités publiques, il travailla comme architecte en Allemagne. Il écrivit plusieurs livres dans lesquels il présenta sa vision de l'histoire de son père, le décrivant comme un individu ayant agi dans le but de trouver une solution diplomatique. Ses publications se concentrèrent sur la défense de la version selon laquelle Rudolf Hess avait été traité de manière injuste après la guerre. Wolf Hess ne s'impliqua pas directement dans des mouvements néo-nazis organisés. Cependant, sa défense de la figure de Rudolf Hess fut parfois utilisée par des groupes d'extrême droite, bien qu'il évita toute association publique formelle avec ces organisations. Il mourut en 2001 à l'âge de 63 ans. Tout au long de sa vie, Wolf Rüdiger Hess maintint une position publique de défense de son père, sans faire de déclaration sur les crimes du régime nazi ni sur la responsabilité politique de Rudolf Hess pendant la période du gouvernement du Troisième Reich. Katrin Himmler, la nièce qui a enquêté sur son histoire. Katrin Himmler naquit en 1967 en Allemagne de l'Ouest, en tant que membre de la 3e génération de descendants de Heinrich Himmler, leader des SS et l'une des principales figures du régime nazi. Son grand-père, Ernst Himmler, était le frère cadet de Heinrich. Dès son plus jeune âge, Katrin prit conscience de l'importance historique de son nom. Dans son environnement familial, le passé nazi était mentionné de manière fragmentée et, dans de nombreux cas, minimisé. L'histoire familiale était transmise par omission,
suivant une tendance courante en Allemagne d'après-guerre. Durant sa jeunesse, Catherine décida d'étudier les sciences politiques à Berlin, orientant sa formation vers l'analyse des processus de mémoire et des conflits historiques. Au fur et à mesure de sa carrière académique, elle choisit de mener des recherches systématiques sur l'implication de sa famille dans le régime nazi. En 2005, elle publia le livre « Les frères Himmler », où elle documenta l'implication de ses ancêtres dans le régime. L'ouvrage se basa sur des recherches d'archives, des interviews avec des membres de sa famille et l'analyse de documents officiels. Catherine aborda non seulement la figure de Heinrich Himmler, mais aussi la participation d'autres membres de sa famille dans la structure étatique du régime. L'approche de Catherine se caractérisait par sa base documentaire et son analyse critique. Contrairement à d'autres descendants qui choisirent le silence ou la défense, elle opta pour une démarche axée sur la collecte et l'exposition d'informations vérifiées. Dans ses recherches, Catherine révéla que son grand-père, Ernst Himmler, occupait un poste dans l'administration de la radio d'État sous le régime et contribua à la diffusion de la propagande officielle. Elle documenta également les liens et collaborations de sa famille au sein des institutions nazies. La publication de Les frères Himmler généra différentes réactions au sein de son cercle familial. Certains membres soutinrent son initiative, tandis que d'autres la remirent en question, estimant que l'exposition publique de l'histoire familiale affectait l'image du nom. Catherine Himmler participa à des débats, des conférences et des projets éducatifs sur la mémoire historique. Dans ses interventions, elle souligna l'importance d'analyser les contextes familiaux dans l'étude des processus historiques, évitant l'omission des responsabilités collectives. Elle a précisé à plusieurs reprises que connaître l'histoire familiale ne signifie pas assumer des culpabilités individuelles, mais implique le devoir de comprendre et de diffuser les faits documentés. Son travail est orienté vers le renforcement de la documentation et la préservation de la mémoire historique. Actuellement, Catherine Himmler vit en Allemagne. Elle continue d'être dédiée à la recherche et participe à des initiatives éducatives liées à l'histoire du nazisme et au processus de transmission intergénérationnelle de la mémoire. Son œuvre est utilisée dans les milieux académiques et scolaires comme matériel de référence pour l'analyse historique des trajectoires familiales pendant le Troisième Reich. Maintenir la mémoire, la responsabilité historique en Allemagne. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, l'Allemagne a été confrontée au défi de maintenir vivante la mémoire des crimes commis sous le régime national-socialiste. La gestion publique et sociale de cette mémoire a évolué au fil des décennies, devenant un composant essentiel de l'identité démocratique allemande. Initialement, dans les années suivant la guerre, le processus de confrontation avec le passé fut lent et limité. Cependant, à partir des années 1960, avec les générations qui n'avaient pas participé directement au conflit, un processus systématique de révision critique débuta. L'ouverture des archives, les témoignages des survivants et les procès contre les criminels de guerre ont contribué à établir une base historique solide concernant les événements de la période 1933 à 1945. La création de mémoriaux, de musées et de sites commémoratifs, tels que le mémorial de Buchenwald ou le mémorial de l'Holocauste à Berlin, a constitué une partie centrale de cette politique de mémoire. Ces initiatives visent à offrir un espace de souvenir, de documentation et de réflexion sur les victimes du régime nazi, y compris les juifs, les opposants politiques, les personnes handicapées, les homosexuels, les minorités ethniques et d'autres groupes persécutés. La culture de la mémoire en Allemagne se manifeste également dans le système éducatif. Les visites scolaires dans d'anciens camps de concentration tels que Buchenwald ou Dachau font partie des programmes curriculaires. Ces expériences visent à offrir aux nouvelles générations un contact direct avec l'histoire, basé sur des preuves et des lieux de mémoire. Certaines voix plaident pour rendre ces visites obligatoires dans tout le pays. Dans le domaine numérique, des initiatives contemporaines ont émergé pour adapter le travail de mémoire aux nouvelles plateformes. Des projets de diffusion sur les réseaux sociaux, portés par des citoyens comme Suzanne à Leipzig, montrent comment les outils modernes peuvent être utilisés pour transmettre l'importance de se souvenir des faits historiques fondamentaux. Ces actions visent à atteindre un public jeune et à renforcer la connaissance historique dans un contexte de consommation numérique croissante. Cependant, l'engagement en faveur de la mémoire fait face à de nouveaux défis.
La montée de mouvements politiques d'extrême droite, comme l'Alternative pour l'Allemagne, AfD, a suscité des préoccupations quant à la possible relativisation ou négation des crimes nazis. Divers rapports indiquent qu'une proportion significative de la population souhaite mettre un point final au débat historique, notamment parmi les partisans de courants nationalistes. Le vandalisme contre les monuments commémoratifs, l'apparition de symboles interdits dans l'espace public et les critiques ouvertes à l'égard des lieux de mémoire reflètent les tensions actuelles dans la société allemande. Face à cela, diverses organisations, éducateurs et survivants de l'Holocauste, tels qu'Eva Umlauf, ont insisté sur la nécessité de maintenir et de renforcer la conscience historique. La persistance des témoignages de première main est un élément précieux, mais de plus en plus rare en raison du passage du temps. C'est pourquoi une documentation exhaustive et la transmission intergénérationnelle des connaissances sont considérées comme des priorités dans la préservation de la mémoire. L'Allemagne a développé une structure légale, culturelle et éducative orientée vers la gestion de son passé. Cependant, les dynamiques politiques et sociales contemporaines créent de nouveaux scénarios qui exigent un effort continu pour garantir que l'histoire ne soit pas oubliée ni banalisée. Le souvenir des crimes du régime nazi ne revêt pas seulement une signification commémorative. Il constitue également un avertissement historique sur les conséquences de l'intolérance, de l'extrémisme et de la violence systématique exercée par l'État. Préserver cette mémoire est considéré comme une partie fondamentale de l'engagement démocratique actuel.